Il y a l'histoire, avec un grand H, et toutes celles que l'on vous raconte au fil des ans. Celle que nous allons vous conter aujourd'hui n'a aucune prétention historique. Elle rassemble des morceaux de vie fictive et nous fait voyager à travers le temps en nous plongeant au cœur de ces 4 années de guerre qui a fait près de 10 millions de morts. 4 années de guerre acharnée, de lutte sans merci, mais aussi d'espoir. Espoir de voir revenir un père, un fils, un époux. 4 années passées dans les champs, dans les usines, dans les hôpitaux, là où les femmes officiaient dans l'ombre et remplaçaient pour un temps la main de l'homme. Et ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Nous, Français, soumis aux obligations militaires, doivent, sous peine d'être punis avec toute la rigueur... Retrouverai-je un jour tous nos verts pâturages sous un ciel moins lourd, défait de ces nuages, loin du son des tambours qui emmènent nos hommes, le cœur plein de bravoure, des clairons qui résonnent. Un matin de juillet, devant l'hôtel de ville, une foule est bêtée par la dernière missive. La guerre est déclarée, allons prendre les armes. Des mains sont séparées dans les cris et les larmes. Mais à l'aube de la liberté, sous une pluie battante, dans un brouillard épais, à l'aube de la liberté, c'est l'espoir de revoir un beau jour l'être aimé. Elles sont belles, elles sont fières, au champ dans les clairières. Elles font tourner le monde quand d'autres font la guerre. Tant de mains si légères sur le froid de l'acier. Des épouses et des mères dans le vacarme ouvrier. Qu'elles comptent les heures à tenir leur foyer, ou qu'elles pensent les plaies d'inconnus condamnés. Elles seront sur les quais avec le cœur à rebours et le regard inquiet de ne plus revoir l'amour. Mais à l'aube de la liberté, sous une pluie battante, dans un brouillard épais, à l'aube de la liberté, c'est l'espoir de revoir un beau jour l'être aimé. À l'aube de la liberté, c'est le courage de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour reconstruire un monde meilleur sur les cendres ardentes de l'enfer des charniers, là où pousseront plus tard des milliers de croix anonymes. Aujourd'hui, c'est à travers le regard de Marie et Louis, ce jeune couple et parents du petit Paul, que nous allons leur rendre hommage. Nous sommes le 5 août 1914. Les trains se succèdent à une cadence effrénée, menant nos soldats sur le front. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train numéro 42, quai numéro 3, partira dans quelques minutes. Merci de rejoindre vos places dès maintenant. Achetez le moyenné. La guerre a commencé. La mobilisation générale est déclarée. Nos piou-piou partent à la guerre pour protéger derrière les Allemands. Demandez le moyenné.
Je t'ai mis 30 paires de chaussettes dans ton pactage, mon Pierrot. Mais maman, c'est beaucoup trop. Pas de mais, tu vas attraper la mort si tu n'as pas chaud aux pieds. Et puis je n'ai aucune envie que mon petit garçon revienne avec le nez comme une patate chaude. Mais maman, j'ai 22 ans. Je ne suis plus un petit garçon. Ne t'inquiète pas, on sera revenu avant Noël. Du coup, je n'ai pas besoin de toutes ces chaussettes. Tu les prends et puis c'est tout. Mais maman... J'ai dit pas de mais. Bon, d'accord, maman. Ma petite maman. Mon fils. Tiens, rejoins ton père dans le train. Il t'attend. Je t'aime, mon Pierrot. Moi aussi, maman. À bientôt. Mais pourquoi vas-tu à Rouen? Ils ne t'ont même pas appelé. C'est la guerre, mon chéri. Ils auront bien besoin d'infirmières. Puis j'en suis une. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été appelé à cause de ton handicap que je ne dois pas y aller. J'aurais préféré que ce soit moi. Dis, on va pas se disputer un jour comme celui-là. Mais non, je suis fier de toi et tu le sais. C'est juste que tu vas beaucoup me manquer. Non, mon gros minet, je vais te manquer. Bah oui, qui va faire la lessive? Tu demanderas à ta mère, elle sera ravie. Mais c'était une blague, ma chérie, tu sais bien que je t'aime. Ouais, bah moi, si j'étais un homme, je serais allé à la guerre. Mais rigole, c'est une blague. Vous n'avez pas peur? Moi, votre place, je me la trouille. Non, ça m'étonne pas de toi, t'es un vrai garçon manqué. Et toi, ma poulette, t'en penses quoi? Partir pour la guerre, sûrement pas. Mon homme fera ça mieux que moi. Et puis, il est content, ils disent qu'elle sera terminée avant l'année prochaine. Eh oui, vite le bien fait, emballez ses projets. J'ai même entendu dire qu'ils seront de retour avant Noël. Oui, vous avez raison. Je suis sûre qu'ils vont bientôt revenir. Et ils seront victorieux. Youhou, youhou! Mais tu fais une boue à qui? Bah oui, à qui tu fais coucou? Il y a tellement de monde. À mon homme, pardi, regarde, il est dans le train avec mon Pierrot. Il est beau, ton Marcel. Espèce de voleur! Je t'ai vu! Mauvais formidable. Madame, attrapez-le! Il vient de vous voler! Arrêtez-le! C'est une grosse patapouche. Oh, tu vas voir ce qu'il va te faire, le gros patapouche! Et faites attention à cet idiot! Oh! Oh, viens ici! Reviens ici! Tu m'as fait encore peur. Reviens! Où penses-tu aller, jeune homme? Je te tiens enfin, petit voleur! Rends ce que tu as après cette dame! Mon porte-monnaie, je suis tellement reconnaissante. Quant à toi, jeune homme, tu devrais avoir honte! Le vol est un crime! Et encore plus en ces temps difficiles de mobilisation générale! J'appelle sur le champ la maréchaussée! Tu vas filer droit au cachot! Pitié, monsieur, s'il vous plaît, je vous promets que je ne le ferai plus. Je vous le jure sur la tête de ma voisine. Monsieur le chef de gare, je crois qu'il faut faire preuve de clémence pour cette fois. Mon garçon, nous devons tous faire face aux difficultés que nous impose cette maudite guerre. Mais voler ne résoudra pas tes problèmes. Trouve un moyen de t'en sortir. Un moyen honnête. Trouve-toi un travail, traverse la rue. Vous avez raison. Je vais trouver un travail. Bon, entendu pour cette fois. Mais la prochaine fois que je te reprends à chaparder, ce sera la prison! Allez, file te trouver un travail honnête! Vous avez raison, messieurs. Vous avez raison. Je vais trouver un travail. À la salle là! Ha! Et ma petite dame, vous devez regarder dans votre porte-monnaie. Il doit être beaucoup plus léger maintenant. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier! Juste au ciel, on m'a coupé la gorge, on m'a assassiné, on m'a dérobé mon argent, mon porte-monnaie est vide, il m'a tout pris, le sale garnement. Mais attrapez-le! Arrêtez-le! Louis, pourquoi tu dois partir? Oh, Marie, j'ai été appelé, tu le sais. Et refuser de combattre conduit à la peine capitale. C'est un honneur de se battre pour son pays. Mais Louis, tu penses à notre petit garçon? Et s'il t'arrive quelque chose, comment lui expliquerai-je, quand il sera en âge de comprendre que son papa était content de partir à la guerre
Que malheureusement, il n'en est jamais revenu. Mais je ne compte pas me faire tuer là-bas. Je veux voir nos fils grandir et avoir d'autres enfants. Cette guerre sera finie aussi vite qu'elle a commencé. Et je serai de retour pour souffler la 8e bougie de notre petit Paul. Tu me le promets? Oh, ne pleure pas, ma douce. Oui, je te le promets, Marie. Si tu as le moindre problème pendant mon absence, va voir mes parents. Ils t'aideront. Surtout ne t'inquiète pas, ma chérie. Sois prudent, Louis. Je t'aime. Moi aussi, ma ravissante petite femme. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Fais un gros câlin à Paul de ma part. Et dis-lui que son papa l'aime et qu'il sera de retour très vite. Au revoir, Louis. Au revoir. N'oublie pas, Marie. Je te le promets. Nous serons revenus aussi vite qu'on est partis. Et ils ne la gagneront pas, cette guerre. Non, ils ne la gagneront pas. M'en disent à nos petits gars, le succès leur paraît notoire. Tous, dans un élan fougueux, sont écriés morbleu, nous lutterons jusqu'à la victoire. Tous ces empires, tous ces pour rien, doivent être abattus comme des chiens. Non, ils ne la gagneront pas. Jamais ils ne... Quelques mois plus tard, sur le front, les pluies de balles, d'obus, rythment les journées de nos soldats. Et après une dure journée de combat dans les tranchées, Louis et son caporal se retrouvent autour d'un brasero pour se réchauffer. Adieu l'amour, adieu la nuit, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, et pour toujours, de cette guerre infâme. Si ma route est fleurie, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer pour toujours. Bonsoir, mamie. Bonsoir, toutes les je te tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme. Mon caporal, on a fini. C'est bien. Nos camarades reposeront en paix, mon caporal. Repos, Louis. Merci. Merci pour eux et leur famille. Mon caporal, Oui, Louis. mon caporal, j'ai trouvé cette lettre dans les poches du sergent Lazare. J'en fais quoi? Il est à moi. Mes chers petits-enfants, j'ai une suprême recommandation à vous faire. Aujourd'hui, vous êtes petits. Demain, vous serez grands. Prenez en considération ce que je vous écris. Respectez votre maman. Obéissez-lui sans cesse, car c'est elle qui a la lourde charge de la mère et du père. Prenez l'exemple de nous. Aimez-vous, soyez loyaux et honnêtes. Et vous serez heureux en ayant la conscience tranquille. C'est à toi, Rosette, ma chère enfant, de donner l'exemple à Ernestine, ta petite sœur, et à Jean et Charles, tes petits frères, pour que vous preniez tous le bon chemin. Soyez tous de bons enfants. Que les larmes que je verse en faisant cette lettre vous inspirent de faire tout ce que vous voudrez et que deveniez tout ce que je vous souhaite. Gardez précieusement cette lettre et souvenez-vous de votre malheureux père et suivez ses conseils. Lazare Silberman. Il faudra la donner à sa femme et à ses enfants quand tu rentreras au pays. Mais mon caporal, prends-la.
Tu as plus de chances que moi de t'en sortir. Je suis fatigué. Cela fait déjà 2 ans que l'on glisse dans la boue et le sang de nos camarades, rongés par la vermine, sous la chaleur, le froid, dans la neige, sous une pluie incessante d'obus et de militaires. Nous sommes partis, la fleur au bout du fusil pour le champ d'honneur. Mais c'est un champ d'horreur que nous avons trouvé. Je n'en peux plus, Louis. Je suis à bout. Non, mon caporal, ne baissez pas les bras, il ne faut pas... Chut. Écoute. Que dois-je entendre? Eh bien, pour une fois, rien. Pas de bombes, pas de tirs, pas de cris. Juste le silence. Et ça fait du bien, ça, le silence. Bon, allez, je prends le premier tour de garde, Louis. Profite de ce moment pour te reposer. Merci, mon caporal. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher
Tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Et les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, nous les troufions, on va se mettre en rêve. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours. Et cette guerre infâme, c'est à Craonne, sur le plateau, qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés. C'est nous, les sacrifiés. Le caporal sera grièvement blessé quelques mois plus tard. Et cette chanson traversera les tranchées, comme un hymne pour nos soldats, par le bouche à oreille, jusqu'à ce que l'on oublie finalement qui l'avait écrite. Voilà déjà un peu plus de 5 mois que Louis est sur le front. L'espoir de voir cette guerre s'achever enfin s'envola progressivement pour laisser place au froid, au doute et à l'épuisement. Robert, cela fait maintenant 3 semaines que nous n'avons plus aucune nouvelle de notre Louis. Marie, je te comprends. Sa mère et moi sommes également très inquiets. Mais je suis sûr qu'il va bien et que nous aurons des nouvelles prochainement. Je l'espère du plus profond de mon cœur. Paul grandit et il réclame son papa. Pauvre chéri. Il le cherche, encore et encore. Il fait le tour de la maison en criant papa et en regardant dans chaque recoin. Marie, fais-moi confiance. Je connais mon fils. Il n'est pas de ceux qui tomberont sur le front. Il nous reviendra indemne. Bon, je te laisse. Il est tard et Geneviève m'attend. Entendu, Robert. Merci pour tout ce que vous faites pour moi et Paul. Et embrassez ma très chère belle-mère de notre part. Je n'y manquerai pas. En attendant, garde confiance et repose-toi. Mon cher cahier, je n'ai plus de nouvelles de mon Louis. Et je ne suis pas sûre qu'il continue à recevoir mes lettres. Cela fait 3 semaines que j'attends. Mais je ne perds pas espoir pour autant. Ma très chère Marie, je t'écris tous les jours. Ce matin, le caporal m'a informé que le courrier n'était pas acheminé, comme il se devait. Je redoute que tu ne reçoives pas mes lettres. Tous les jours, je pense à vous. Vos sourires me manquent cruellement. Je suis là, sur ma chaise de couture, et je regarde jouer notre fils. Aujourd'hui, Paul a décidé d'apprendre à siffler, comme son grand-père quand il part à la chasse. C'est dire s'il a un don pour rompre le silence dans cette maison.
Son regard quand il se fait gronder, sa façon bruyante de rire, ou même quand il peste après la pluie, me font terriblement penser à son père. Il est là, un bâton de réglisse à la bouche, il fait semblant de fumer. C'est Louis tout craché. Je lui confectionne une nouvelle petite chemise pour le bal du village. Il a tant grandi. Je sais que bientôt va avoir lieu le grand bal. Je souhaite de tout mon cœur que vous alliez vous y amuser avec ton amie Yvette. Cela te changera les idées. J'espère que vous ne manquez de rien et que mes parents veillent bien sur vous deux. Ici, nous commençons à avoir quelques difficultés à trouver du sucre et du lait. Heureusement, les parents de Louis sont là. Ils ont fait des réserves et ils me dépannent. Ils sont très attentionnés. Vendredi, nous avons fait un pique-nique avec eux. C'était l'endroit où nous avions pour habitude d'aller nous baigner. Il faisait un soleil magnifique. Paul s'est amusé à courir après les oiseaux et à embêter les escargots. Malgré cette triste guerre, nous arrivons quand même à avoir quelques moments de rigolade. Ici, c'est l'enfer. Je vois tous les jours des camarades tomber sous le feu de l'ennemi. Surtout ne t'inquiète pas, ma Marie. Je suis très prudent, et ils ne m'auront pas. Hier, il y a eu un accident à l'usine. Le vieux Fernand a mis sa main dans l'une de ces machines diaboliques. Heureusement, rien de grave. Il s'en est sorti avec quelques écorchures et une grosse frayeur. La cadence est intensifiée depuis quelques semaines. Nous fabriquons sans relâche les obus qui vous protégeront, mon tendre amour. Ce travail nous casse le dos, mais il nous empêche de gamberger. Avec mes copines, Yvette et Germaine, on rigole bien. On se moque souvent de notre contremaître. Quelle peau de vache, celui-là. Parfois, je me dis que l'obus que je tiens dans ma main
va sans doute ôter la vie d'un jeune soldat. Un soldat allemand, certes, mais un homme quand même. Ce qui me rend supportable cette idée, ce qui rend supportable l'idée de fabriquer ces engins de mort, c'est que je me dis qu'il t'aura peut-être sauvé la vie, mon Louis. Je me dis que parfois, le soldat allemand qui est en face de moi a aussi une famille, et qu'il n'a probablement pas plus envie que moi d'être là, dans ces putains de tranchées. Le caporal nous appelle. Je dois te laisser, ma Marie. Embrasse notre petit Paul de ma part, et dis que son papa, Sonada, pense très fort à lui, et qu'il sera bientôt de retour. Tendrement, Beko de loin, ma chère femme. Je vais arrêter là pour ce soir. Il se fait tard et j'ai encore beaucoup de travail, mon cher cahier. Demain, je prendrai ma plus belle plume et j'écrirai encore une lettre en espérant qu'elle te parvienne. Je me suis promise de t'écrire tous les jours, tant que tu seras loin de moi. Tout mon cœur, à toi toujours. Bon Beko de loin, nous pensons très fort à toi, mon Louis. Le soir du 24 décembre 1914, Louis sortit une très bonne bouteille de vin qu'il partagea avec son lieutenant afin de fêter Noël à leur manière. Mon père était très loin de se douter de ce qui allait lui arriver. Ce soir-là, un événement inattendu a eu lieu sur le front. La magie de Noël a opéré et les soldats des deux camps ont fraternisé le temps d'une soirée. Allez, tenez mon lieutenant, buvez. C'est Noël. Il faut fêter cela et puis ça va vous réchauffer. Merci, Louis. Mais appelle-moi Henri pour ce soir. À la vôtre, Henri. Non, à la tienne. Ô pinard, ô merveille, que j'aime écouter tes petits glouglous, divin jus de la treille. Viens, buvons un coup. Salut Pinard, vrai sang de la terre, tu réchauffes et tu rafraîchis. Grand élixir du militaire, plus ça va et plus je réfléchis. Si tu n'existais pas en somme, il aurait fallu t'inventer. Il n'y a plus de pinard, il n'y a plus de bonhomme, c'est le nouveau cri de l'humanité. T'es à la fois le plaisir et remède, et quand t'es là, on se sent vénard, et on te dit salut pinard. Quoi? Ah, ne tirez pas, ne tirez pas! Qui va là? Je ne suis pas armé, ne tirez pas! Mon lieutenant, c'est un Allemand! Je suis un ami, regardez! Mes compagnons et moi-même, nous avons des présents à vous faire. C'est Noël, messieurs! Weihnachten! Noël ou pas, je tire dans le tas, moi. Alors, attendez mon lieutenant. Regardez, il y a un drapeau blanc. Qu'est-ce qu'il veut avec son mouchoir? Il a un rhume? Hein? Atchou! Fermé? Nein, je vous l'ai dit, pas ce soir. Le ciel est le même pour tous. Faisons la trêve pour une fois. C'est bon mon lieutenant, je crois qu'il dit vrai. Il n'a rien sur lui. Bon, bah va chercher un litron. On va lui faire goûter le vrai sang de la terre. J'ai du chocolat pour vous. Et quelques cigarettes. Oh, des cibiches. Je veux dire qu'ici on commence à manquer.
Anche chocolat? Merci. Merci. Allez, à la santé À la liberté et à la paix. Oui. À la paix. Et tandis que nos deux soldats fraternisent, le lieutenant, quant à lui, se met à l'écart et écrit. Lieutenant Henri Gervais Morillon. Tranchée Palace, le 29 décembre 1914. Chers parents, il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. La guerre semble autre chose. Eh bien, elle est sabotée. Avant-hier, et cela a duré 2 jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment, Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis. Pas moi. J'en aurais eu regret. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent « Camarades, camarades, rendez-vous !» Ils nous demandent de nous rendre pour la frime. Nous, de notre côté, on leur en dit autant. Mais personne n'accepte. Ils sortent alors de leur tranchée, sans armes, officiers en tête. Nous en faisons autant, et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange de chocolat, cigares, cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Dégoûtants ils sont. Et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. Mais depuis, cela a changé. On ne communique plus. Je vous relate ce petit fait, mais n'en dites rien à personne. Nous ne devons même pas en parler à d'autres soldats. Je vous embrasse bien fort tous les 3. Votre fils, Henri. Ce ne fut qu'une courte trêve, car les combats reprirent dès le lendemain. Durant cette période troublée où tous les hommes valides ont été envoyés sur le front, les femmes et les enfants sont restés dans leur foyer, sans savoir s'ils allaient un jour revoir leurs proches. Et tandis que les hommes essayent de survivre à l'enfer des tranchées, eh bien les femmes, elles, ne faiblissaient pas. Elles avaient repris le pays en main. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les administrations, Dans les transports en commun, les champs ou alors les usines? Oui, les usines. Eh bien, elles accomplissaient également leur devoir. Celui de faire en sorte que notre pays ne sombre pas. Et d'ailleurs, ma mère, Colette, Germaine et Yvette font partie de ces femmes. Elles sont ouvrières dans une usine de fabrication d'obus. Voilà les filles. Mais où donc étiez-vous passée, Colette? Elle a duré longtemps, votre pause pipi. Elle était encore dans le bureau du contremaître, pardi. Non, pas du tout. J'étais en train de... Oui, en train de fricoter avec le père Bichot. Non, pas du tout. Dites les filles, vous trouvez pas qu'il fait chaud aujourd'hui? Ah, c'est ça, t'as raison. Change de sujet. Mais c'est normal. Il faut tourner les fours à fond. Il paraît que le ministère veut qu'on accélère la cadence. Moi, j'ai dit au père Michaud
que si le ministre n'était pas content, il n'avait qu'à nous remplacer. Si tu continues à te payer la tête de notre honorable contremaître, il va t'arriver des bricoles. Tu vas te faire envoyer. Hé, c'est pas en bavachant qu'on va la remplir, la feuille de production. Oh, Germaine, ça va. On a le droit de se prendre une petite pause quand même. Depuis ce matin qu'on y est. Hein. Puis ils vont pas nous foutre à la porte, il n'y a plus que nous pour faire le boulot. Oui, que voulez-vous qu'il nous arrive? Ils vont pas nous renvoyer tout de même. N'empêche que moi, je l'ai gonflé le rendement. Oh, n'empêche que toi, Germaine, tu nous as gonflé tout court. T'as bien raison, ma bébête. Et puis non, mais après, il faut dire que... Oh, chut, chut, le blague, il arrive. Bonjour, mesdames. Bien bonjour, monsieur Michaud. Bonjour, monsieur Michaud. Bonjour, monsieur Michaud. Comment allez-vous, monsieur Michaud? Bien, madame. Si je n'avais pas cette atroce douleur dans la jambe. Oh, mais vous devriez être heureux. Et de quoi donc? Mais d'en avoir deux. Parce que tu es bête. J'ai un bon remède pour vous, monsieur Michaud. C'est comme une pommade. Vous l'étalez le soir et le lendemain, vous vous réveillez presque rajeuni. Oh oui, pour ce qui est de la pommade, vous pouvez lui faire confiance. Elle adore l'étaler. Allez, sachez, mesdames, que si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de mon handicap. Sinon, moi j'y serais allé sur le front. Et oh merde! Monsieur Michaud, vous ne vous êtes pas blessé, monsieur Michaud? Non, ça va, c'est bon. Voulez-vous un peu de pommade? Ce que je veux, madame, c'est que vous augmentiez votre cadence. On travaille pour notre grande armée ici. On prend pas le thé en tricotant. L'horloge tourne. Bien, monsieur, nous ferons de notre mieux. Merci pour ce que vous faites pour nous, monsieur Michaud. Inspection de troupes. Fermez votre bouton. La tête. Un peu, bon. Oh. Bah, parfait. Mais quand allez-vous donc prendre le temps de me raser cette moustache? Bon. Ben... Au boulot. Mais regardez le boiteux, on dirait un canon. Oh, bébé, t'es vache avec le permis chaud quand même. Hein. Je vous entends, hein. Et puis, pense à ton Léon, quand il reprendra sa place. Faudrait pas que tout ça lui vienne aux oreilles. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce qu'on le connaît bien, le bureau des renseignements. Mais bon, mon Léon, il est doux comme un agneau. Il n'aime pas les cancans. Oh mon Dieu, il me manque, mon Léon. Allez, plus que 10 et la case est complète. Voilà, exactement. Bonne journée. Bon, à demain les filles, hein. Je fais vite car Petit Paul est tout seul à la maison. À demain, Marie. Marie se hâte de rentrer chez elle. En arrivant devant la porte, Robert, le père de Louis, l'attend, le visage grave. Robert? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis contente de vous voir. Marie, il faut que je te parle. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles du front. Que se passe-t-il? C'est Louis, c'est ça? Bonjour maman, bonjour papy. Bonjour Paul. Mon garçon, tu veux bien aller jouer dans ta chambre quelques instants? Il faut que je parle à ta maman. Oui, va mon chéri, nous t'appelons pour le dîner. Paul obéit, mais il reste à cacher derrière la porte, à écouter.
Ce jour-là, mon grand-père a appris à ma mère que le régiment de mon père était tombé dans une embuscade. Très peu de soldats auraient survécu d'après les dernières informations, mais nous n'en savions pas plus pour le moment. Ma mère sombra dans un sanglot inconsolable. Ses larmes m'ont traversé le corps, jusqu'à me transpercer le cœur comme une flèche. Je suis parti dans ma chambre me réfugier pour pleurer à mon tour. J'essayais de me persuader que mon père avait survécu. Il n'était pas mort dans cette embuscade, mais l'image de son corps inerte au sol ne voulait pas quitter mon esprit. Paul, tout va bien, je suis sûr que ton papa s'en est sorti. Mais qui êtes-vous? Eh bien moi, je suis un ami de ton papa. Bon, tu te rappelles pas de moi parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais beaucoup trop petit. Mais tu as bien grandi d'ailleurs. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton papa va très très bien. Mais tu en sais quoi, toi? Tu étais avec lui à la guerre? Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. Mais s'il te plaît, crois-moi, quand je te dis que ton papa est un excellent soldat, il est beaucoup trop malin pour se faire tuer. Je te crois. Tu sais ce qui lui ferait plaisir à ton papa? Non? Eh bien, je crois qu'il serait vraiment content que son petit Paul lui écrive une nouvelle lettre. Tu crois qu'il les reçoit? Ah, je ne crois pas, je suis certain. Et je suis même certain que ça lui donne encore plus de force et de courage. Entendu. Et je lui ferai aussi un dessin. Mais je ne sais pas trop vraiment quoi lui écrire. Eh bien, Paul, écris avec ton cœur. Dis-lui comment sa femme va, comment ta maman va, comment son papa va. Mais surtout, dis-lui à quel point tu l'aimes. Tu veux bien m'aider à l'écrire? Oui, bien sûr. Prends une feuille. En approchant de la chambre de Paul, Marie l'entendit discuter. Mais à qui parlait-il? Peut-être à un ami imaginaire qui était là pour le rassurer? Elle resta cachée derrière la porte, à écouter, sans un bruit. Tu restes avec moi, hein? Pour toujours. Allez, vas-y, commence. Mon cher papa soldat. Maman m'a lu ta lettre, je suis bien content que mon petit brin de Guy t'ait fait plaisir. Car je t'aime, mon papa chéri. J'essaie d'être très sage pour te faire plaisir. C'est bien, continue. Comme tu me l'as demandé avant de partir, je m'occupe bien de maman avec Papy Robert et de tous les animaux. Hier, la biquette s'est échappée et elle a mangé toutes les roses de Madame Raymond. Elle était très en colère. Sinon, les poules vont bien et les vaches aussi. Minouchette a eu des petits chats la semaine dernière. 3. Il y en a un qui était tout raide et mort. Ça fait pleurer maman. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas pleurer, que le petit chat était monté au paradis avec Jeannot, mon lapin et tonton Albert. Ça l'a fait sourire. Elle m'a dit que j'avais raison, que le petit chat était monté au paradis et qu'il devait être heureux maintenant avec eux là-haut. Mais je crois que maman ne pleurait pas que pour le petit chat. Je crois qu'elle voudrait que tu sois là avec nous. Ça m'ennuie de voir maman toute triste parce que tu n'es pas là. J'ai beau lui dire que c'est beau d'être soldat, que tu dois avoir un grand sabre et un beau barda. Pour la consoler, je lui apporte des fleurs tous les jours que je cueille chez la voisine. Mais maintenant, je ne sais plus où je vais en trouver, il n'y en a plus. La biquette les a toutes mangées. Papy Robert va bien aussi. Il mange avec nous presque tous les jours. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, mon papa chéri. Je t'embrasse bien fort, ton Paul qui t'aime. Cette lettre, mon père la garda sur lui, bien précieusement, rangée dans la petite poche de son uniforme côté cœur, comme si elle avait le pouvoir de le protéger d'une balle de fusil ennemi. Et il me disait que, dès qu'il le pouvait, eh bien, il se mettait à l'écart et il la lisait, encore et encore.
Et encore. Ces lettres de nos proches ont été d'un très grand soutien. Ça leur apportait encore plus de courage, plus de force et ça donnait un sens à leur combat. Mais le combat n'était pas que sur le front. Les familles, restées à l'arrière-pays, se battaient également au quotidien pour survivre. Trouver de la nourriture était devenu un combat de tous les jours. Les tickets de rationnement ne suffisaient même plus pour manger à sa faim. Nous sommes au début de l'année 1917 et Marie, comme beaucoup d'autres femmes, n'ont d'autre choix que de trouver de la nourriture sur le marché noir. Paul, ne t'éloigne pas, d'accord? Nous ne sommes pas dans un quartier très sûr. Hein. Ouais, maman, mais on vient faire quoi par ici? On vient chercher à manger. Dans ce trou à rats? Arrête de parler et avance. Mon point de rendez-vous n'est plus... ma petite dame, ça vous dirait un petit morceau de lard, hein, pour accompagner le potage? Du lard? Mais enfin, vous êtes fou! Mais pourquoi je suis fou? Non, je suis pas fou. Je vous demande pas la bague au doigt, ni même une lune de miel, ou je ne sais quoi d'autre. Mais un petit morceau de lard, hein, qui fait la nage dans les potages avec le navet. Ça fait plaisir, hein. Le petit blondinet, viens par là. Oui, enfin non, hein, ça ira. Moi, je veux pas d'ennui. Hein. Vous imaginez si... Avec des scies, on fait de la sciure. Moi, ma petite dame, je suis garantie sans entourloupe, d'accord? Et si vous voulez, pour 20 francs de plus, je vous fais une petite anguille, hein, pêchée ce matin. Paul, ne t'éloigne pas. Oui, maman, je veux juste voir le garçon là-bas. Non, mais y a pas de lézard, hein. C'est mon gamin, Gabin. Bon, c'est vrai qu'il est pas très futé, mais c'est un gentil môme. Bon, revenons-en à nos affaires, ma petite dame. Vous la voulez, ma petite anguille? Hein? Elle attend juste vos petites mimines pour être cuisinée. Oui, enfin non, hein. Pour l'anguille, ça ira. Par contre, pour le lard, je n'ai que 15 francs. Ouais. Bon, allez, d'accord, ça ira. Les temps sont durs pour tout le monde en ce moment, hein. Allez, filez. Ah, bien, attendez. Demain, j'aurai peut-être du saindoux, du fromage et... du sucre. Du sucre? Pas si fort. Oui, du sucre. Du sucre blanc de première qualité. Ça, c'est de la bonne. Oh là là, que Dieu vous bénisse, hein. Oh, bah pourvu qu'il me voit pas non plus, celui-là. Bonjour, je m'appelle Paul. Moi, c'est Gabin. Alors, tu vas droit avec ta mère? Qu'est-ce que tu viens faire dans les beaux quartiers? T'appelles ça un beau quartier? Bah ouais, c'est le mien. Donc il est forcément bio, mon quartier. T'as un problème avec mon quartier? Faut le dire si c'est le cas, hein. Non, non, regardons mieux, il est vraiment charmant et... Bon, assez de blabla. T'as pas répondu. Pourquoi tu as traité de savate par ici? Je peux pas te dire, c'est secret. Secret mon cul, oui. Attends, laisse-moi deviner. Ta mère cherche de la marchandise? Non, pas du tout. Oh, mon cul, oui. Tu te fous de ma pomme? Tu me prends pour un blaireau? T'as du pognon sur toi? Oui, enfin, non, enfin peut-être. Bon bah si t'as pas de pognon, t'as peut-être un truc sur toi qui peut m'intéresser. Le troc, tu connais? J'ai des trésors à te proposer aujourd'hui. J'espère que tu ne prépares pas une arnaque, gamin. Mais enfin, cher client, comment peux-tu penser cela de moi? Je suis un homme d'affaires honorable, prêt à te faire les meilleures offres du marché noir. Bon, montre-moi ce que t'as, mais pas dans ton loup. Très bien. Regarde un peu ce super lance-pierre, idéal pour botter le cul des vaches, ça te dit? Non, je veux pas de ce lance-pierre. Bon, très bien. Alors, vise un peu ça. C'est quoi ce machin? Bah ça c'est un... Bah, ça se voit, non? C'est un magnifique... Je veux perdre ce truc. Bon, très bien. Je vois que le monsieur est un client sérieux. Alors, non, ça non, ça... Ah. Voici mes perles rares. La meilleure marchandise des beaux quartiers. Je t'assure, Paul, que tu ne vas pas être déçu. Des bonbons aux saveurs exquises. Ou bien des histoires palpitantes à découvrir et des jouets qui font des envieux dans tout Brionne. Enfin, ça a l'air intéressant. Mais je vais pas me laisser berner. Je veux une bonne affaire.
Mais bien sûr, mon cher Paul, je suis là pour t'offrir une affaire en or. Par exemple, regarde ces délicieux bonbons. Je te les propose à seulement 10 centimes l'unité. Quoi 10 centimes? Je suis sûre que tu les as achetés à moitié prix. Ou même mieux, tu les as volés. Moi, chapardé, jamais. Et je vois que tu les frises, mon ami. Bon, je suis prêt à te laisser à seulement 9 centimes. C'est vraiment un prix d'amis. 9 centimes? Soit. Mais tu ajoutes un livre de compte à ma commande. Et gratuitement. Bon, je vois que tu as vraiment le sens des affaires pour un petit blondinet. Je suis prêt à te faire une offre exceptionnelle. 2 bonbons à 9 centimes, soit 19 centimes. Et pour 20 centimes, je te rajoute un livre de compte. Apprends à compter. 9 x 2 égale 18 centimes. Et pas un sou de plus. Tu as gagné, Paul. Tu es vraiment le client le plus futé que j'ai jamais rencontré. Tiens, t'es bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ici? La mer est chaussée. Oh, Edgar! Encore vous? Ça commence à devenir les suspects. À chaque fois que les commerçants se plaignent du refus, vous êtes dans les parages. Quelle coïncidence. Ce qui est également bizarre, c'est qu'à chaque fois que je vous croise, ça sente le poisson. Et moi, ce que je trouve étrange, c'est que chaque fois que je vous vois, ça sent le poulet. Oh, je vais pas au plus malin avec moi, Edgar. Attendez. Je suis beau joueur. Allez, je suis beau joueur. Vous connaissez mes combines et je connais les vôtres. Peut-être s'arranger. De la corruption de fonctionnaires maintenant. C'est original, hein? Vous avez vu ce qu'il y a écrit sur l'étiquette? Du château Margaux? S'il vous plaît. 1905? S'il vous plaît. Eh ben. C'est bon du coup? Allez, circulez! Et que je ne vous revois plus ici! Il y a quand même peu de chance. Oh, du vinaigre! Oh, le saligo! Oh, reviens ici! Tu vas voir si je t'attrape! Malgré ces temps difficiles, chacun se débrouillait comme il le pouvait pour survivre. C'était également le cas pour nos soldats sur le front. La guerre faisait rage et beaucoup de nos braves mouraient dans les tranchées. Certains échappaient à la mort, mais mutilés à jamais. Nous sommes dans la petite commune de Brionne. Et ici, le docteur Jallet, ainsi qu'une petite poignée de médecins, d'infirmières et de volontaires, ont ouvert dans l'école un petit hôpital de campagne et affrontent les horreurs de la guerre quotidiennement. Ici, les soldats passent à une vitesse effrénée. Mais c'est ici que nos soldats trouvent refuge, dans ce lieu chaleureux, là où les infirmières se battent avec dévouement pour réparer ces hommes brisés, panser leurs plaies et leurs blessures. Quant aux médecins, eh bien, ils utilisent tout leur savoir-faire afin de redonner un semblant de normalité et de dignité à ces corps mutilés. Certains de nos soldats sont surnommés les gueules cassées. Les gueules cassées, surnom donné à ces soldats qui se sont vus le visage défiguré par les balles et les éclats d'obus. Docteur, venez vite! Allongez-le là. Que lui est-il arrivé? Un obus, docteur. Un obus l'a défiguré. Il est gravement blessé au ventre et au bras droit. Il a perdu beaucoup de sang.
C'est le 23e depuis ce matin. Quand cette boucherie s'arrêtera-t-elle? Il ne survivra pas au transfert à l'hôpital. C'est pour ça que je vais l'opérer maintenant, sans attendre le transfert pour l'hôpital d'orientation des étapes. Mais docteur, les ordres du ministère, son ventre, vous ne pouvez pas l'opérer. On doit le laisser mourir. Malheureusement, il est condamné. Hors de question de le laisser mourir. Au diable les ordres. Cette guerre a déjà fait trop de victimes. Et nous avons laissé trop de nos camarades finir leur vie sans même essayer de les sauver. Tout ça pour des ordres. Des ordres donnés par des bureaucrates du ministère qui ignorent tout de l'horreur que subissent ces braves, ici même, sur le front. Oui, docteur. Ernestine, nous allons le sauver. Allez vite me chercher de l'eau chaude, des compresses, du fil, des aiguilles, du liquide de daquin, un scalpel et des bandages. Tout de suite, docteur. Ah, aidez-moi. Doucement, mon brave. Ah, aidez-moi, par pitié. Comment vous appelez-vous? Doucement, Gerbert. Quel est votre âge? 26. Calmez-vous, mon jeune camarade. Nous allons nous occuper de vous. L'étendard sanglant
passe-t-il? Le train aurait dû être là depuis une bonne demi-heure. Ne vous en faites pas, Marie. Le train a pris du retard à Paris. Mais il va bientôt arriver d'une minute à l'autre. Très bien. Nous allons attendre alors. C'est que... ça fait si longtemps. Mais t'en fais pas, va Marie. Il va arriver. Peut-être pas en entier, mais il va arriver. Je rigole. Je dis plus rien. Oui, cela vaudrait mieux pour vous, Germaine. Vous savez, Marie, moi, lorsque j'attendais mon Léon devant l'hôpital, je le voyais partout. J'ai même accosté un brave homme qui m'a prise pour une folle. Étonnant. Mais d'ailleurs, ça va mieux son bras? Oh, il ne pourra plus s'en servir, malheureusement. Je vais encore devoir remonter les manches pour m'occuper des betteraves. Mais bon, j'ai mon Léon avec moi. Il m'a tellement manqué, vous savez. Si vous avez besoin, je peux vous aider, Yvette. Pour les betteraves et pour s'occuper des bêtes. Oh, merci, Robert, mais vous avez tant à faire avec le petit Paul. Et puis, vous avez travaillé toute votre vie. Il est temps maintenant pour vous de vous reposer. Alors si tu veux, moi je peux t'aider à laver les marches ou alors à ramasser les betteraves. Je dis plus rien. Et si pour mon Louis c'était pire? Si ça se trouve, il va revenir dans une boîte. Pourquoi dans une boîte? Ne parle pas comme ça, Marie. Tu vas nous porter du malheur. Pardon, Robert. Et puis, vous n'avez pas reçu de lettre de l'armée récemment? Ah non, mais comme le courrier avait du retard... J'espère que Paul ne sera pas trop triste si jamais on annonce une mauvaise nouvelle. Une mauvaise? Mais ça va aller, va. Ton petit Paul, c'est un brave gamin, il comprendra. Et puis, t'en sais rien. Si ça se trouve, notre Louis, il est en pleine forme. Mesdames et messieurs, j'ai de bonnes nouvelles. Mon Louis va bien? C'est ça, mon Louis va bien? Ça, je ne sais pas, Marie. Mais le train s'est arrêté à 30 km d'ici. Mais il est reparti. Il va donc arriver dans 10 minutes à peine. Oh, merci, Archibald. Pardonnez mon indiscrétion, mais vous êtes de la famille de Louis Vaillant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous le connaissez? Si je le connais, on a parcouru tout un bout de chemin ensemble. C'est un bon gars, celui. Et vous êtes? Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis le caporal Bernard Dumont, de la 5e escouade, de la 3e compagnie du 82e régiment d'infanterie. Mais je suis pas votre supérieur, moi. Bernard aurait suffi. Et avez-vous des nouvelles de Louis? Non, madame. Pas depuis mon départ pour l'hôpital d'orientation des étapes. Et cela remonte à plus de 3 mois. Et j'ai pris un éclat de but. Pile dans l'artère fémorale. Je serais 6 pieds sous terre si Louis ne m'avait pas fait un garrot. Il vous a donc sauvé la vie. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. C'est devenu plus qu'un ami à mes yeux. Alors bienvenue dans la famille, fiston. Oh, mais j'aperçois le train qui arrive. J'ai le cœur qui s'emballe. Respire, ma grande, respire. Dégagez de la bordure du quai, s'il vous plaît. Si je l'aperçois, je vous le dis. Oui, mais il y a tellement de monde. Louis? Oh, Louis! Tu vois qu'il n'était pas dans une boîte? Je crois que ce jour restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. Je revois le sourire de ma mère qui a illuminé son visage quand elle a vu mon père sortir de cette foule immense. Je revois les larmes de joie de mon grand-père quand il a enlacé son fils. Je me souviens même des odeurs qui flottaient dans l'air. Je me souviens même des rires et des pleurs de joie de cette foule qui nous entourait. Mais surtout, je me souviens des battements du cœur de mon papa quand il m'a pris dans ses bras. Cette guerre,
aura fait 8 millions de morts et 6 millions de blessés. Russes, Hongrois, Anglais, Américains, Français et Allemands confondus. Sans compter le nombre incalculable de veuves et d'orphelins. Dans la forêt de Compiègne, la clairière de l'Armistice fut le théâtre de faits historiques majeurs. À 2 km de la gare de Rotonde, l'accueil accueillera les chefs d'état-major alliés et allemands lors de l'armistice du 11 novembre 1918. Entre 5h12 et 5h20 du matin, l'armistice est signé en présence entre autres du maréchal Foch, commandant suprême des forces alliées, de l'amiral Rossin Femis, représentant britannique, du général Maxime Pégant, chef d'état-major du maréchal Foch, de Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand. L'armistice est appliqué sur le front à 11h du matin et sera prolongé par 3 fois pour une durée de 36 jours, le 12 décembre 1918, le 16 janvier 1919 et le 16 février 1919. Le 28 juin 1919 est signé le traité de Versailles. Ce 11 novembre 1918, dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Sur le front, les clairs bondissent sur les parapets et sonnent le cessez-le-feu. Levez-vous au drapeau. La Marseillaise jaillit à plein poumon des tranchées, et c'est le même soulagement qui envahit le corps des Allemands. Pour la première fois depuis 4 ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Ils vont maintenant pouvoir rentrer chez eux, retrouver leurs proches et reprendre le cours de leur vie. Louis reviendra du front, éprouvé et mutilé, mais en vie. Il retrouvera sa tendre Marie et son petit Paul et vécurent une vie heureuse. Ce jeune couple est à l'image de milliers de familles qui ont vécu ce terrible drame. Les histoires de ces hommes et de ces femmes méritent d'être racontées et transmises aux générations futures, afin de ne jamais les oublier et honorer la mémoire de leurs sacrifices. Salut les gars, comment ça va? Ne faites pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé, serré tout contre mon cœur. Pour oublier ma douleur, je pensais lui dire je t'aime à mourir et je veux te voir sourire. Je m'en vais loin du bleu horizon, de ces tranchées embrumées, pour retrouver ma famille, ma liberté. Je m'en vais, libre comme l'oiseau dont on ouvre la cage et qui a le courage de s'envoler, de se sauver. Pour exister, je voudrais lui dire que j'ai vu mourir des hommes en martyrs debout. Les moissons seront terminées dans le village où je suis né, où sont passés mes copains. Ils sont restés à Verdun. Heureusement, vous êtes là, mes deux amours, ma part de moi. Sous moi tout s'est effondré. Vous seul pourrez m'apaiser. Je vais revenir et je vais bâtir un bel avenir pour toi.
je m'en vais, loin du bleu horizon, de ces tranchées embrumées, retrouver ma famille, ma liberté. Je m'en vais, je retourne chez moi, retrouver mes amis, vous serrer dans mes bras et vous chérir. Tu le sais, je ne peux oublier ces destins fracassés. Maintenant il est temps de se souvenir, ne pas oublier.